Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la troisième partie de l'enregistrement de Marcel Desbrouwer, réalisé le 13 mai 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne. Le 13 mai 2009, à Saint-Martial-d'Albarède, M. Marcel Desbrouwer, cassette numéro 2, suite de l'entretien. Donc vous êtes emprisonné à Los-les-Lilles, c'est bien cela, mais est-ce que vous-même vous connaissiez la raison de votre emprisonnement et de votre mise au secret ? C'est-à-dire que j'avais été interrogé une fois à Montreuil. À Montreuil, on m'avait appelé à la commandature pour m'interroger. Mais ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu n'importe comment. J'ai compris tout de suite qu'ils étaient plus renseignés que moi parce qu'ils m'ont donné toute la liste des membres des jeunesses communistes qu'il y avait avant et ils m'ont demandé simplement où étaient passés ces gars parce qu'il n'y avait plus à Berck et il n'y avait plus personne. Et moi-même, je ne l'avais pas retrouvé. Alors je leur ai dit que moi, j'ignorais complètement. Je revenais de l'armée, j'avais perdu de vue tout le monde depuis 2 ans, plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, et que je ne savais pas. Ils n'ont pas insisté. Là, à ce moment-là, ils n'ont pas insisté. Et il m'a posé la question. Il savait que j'étais jeunesse communiste, puisqu'il savait que j'étais dirigeant des jeunesses communistes, que j'étais secrétaire de la cellule. Et il me dit. Et maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes toujours communiste ou pas ? Est-ce que vous êtes toujours communiste ? Alors j'ai réfléchi peut-être un quart de seconde et puis j'ai répondu oui. J'aurais répondu non, je ne sais pas ce qui serait passé, mais j'ai répondu oui. Il dit bon, c'est bien. Alors je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont gardé, puisque par la suite, il y a eu la condamnation de mon père et de moi, comme quoi j'étais un individu qui pouvait être dangereux à la sécurité des forces allemandes en France, que je serais gardé jusqu'à la fin de la guerre en détention. Et alors, pour revenir à la prison, je savais qu'à l'entrée de la prison, je savais enfin de savoir, quoi, hein. C'est pas parce que vous êtes passé. Il faut qu'on donne tout ce qu'on a dans les poches, tout. Et alors, j'avais plus rien. Et j'avais sur le dos, parce que, pour revenir un peu en arrière, 2 minutes, en quittant l'armée, je n'avais pas d'habit civil, moi, parce que j'étais loin de chez moi, j'avais absolument rien. Et il fallait que je rende les habits militaires. Alors, il y avait ce qu'on appelait le complet Pétain. Le complet Pétain, qui était fait veste et pantalon en gris ou en marron, avec des couvertures, des anciennes couvertures, simplement. Et moi, j'avais cet habit Pétain sur le dos. Quand j'ai été arrêté, j'étais habillé comme ça, et j'étais bon, mais... Et alors j'ai vidé tout, ils ont mis tout dans et j'ai été mis en cellule, comme je vous ai dit tout à l'heure, au secret. Et alors j'ai eu 3 événements étant en prison qui m'ont marqué un petit peu. Un jour, je fouille ma poche, et puis je sens quelque chose de dur. Alors c'est un petit bout de crayon qui était long d'1 centimètre peut-être, qui était oublié dans ma poche et qui était bien taillé. Alors dans la cellule, il y avait une table accrochée au mur qui se rabattait. D'ailleurs le lit c'était pareil, la chaise était entravée au mur. Et il y avait un papier gris, un papier craft sur la porte. Alors je ne sais pas comment ça m'est venu, j'ai composé une chanson là sur la prison, sur tout ce qui se passait en prison, donc, sur l'air d'un mauvais garçon, une chanson d'avant-guerre.
Et avec mon petit bout de crayon, j'ai réussi à marquer. Et puis alors, je l'ai retourné parce qu'il ne fallait pas que. J'avais pas le droit d'avoir de crayon, j'avais pas le droit d'écrire. Et je suis resté 3 mois en cellule de secret. Par la suite, étant au secret aussi, j'ai eu un choc parce que je ne savais pas, moi les dates, je n'ai pas perdu encore à ce moment-là. Mais enfin, je ne savais pas qu'on approchait de Pâques. Et Pâques, pour moi, c'était la fête, c'était pas catholique, pas rien du tout. Alors, un matin, les clés, ça s'entendait, hein, les grosses clés là. Et puis, je vois un curé s'amener. Oh, je dis, ça y est. Et on me fusillait au petit jour, ils vont me fusiller, il vient me demander. Et puis, parce que quand la porte s'ouvrait, il fallait qu'on court au fond de la cellule et qu'on se mette au garde à vous en attendant, on n'avait pas le droit de... Et il me dit, voilà, je viens pour savoir si vous voulez faire vos Pâques, si vous voulez communier. Je dis non, mais j'étais soulagé parce que vraiment, parce que je savais que le curé passait avant les... Alors là... Et puis alors en sortant aussi, parce que c'était... Là, j'avais été avec des camarades, j'étais plus au secret, j'avais été avec des camarades, avec deux, à la fin, on était 5 dans la cellule. Des cellules qui étaient faites pour une personne, 2 maximum. On était 5, alors on avait les matelas qu'on empilait dans la journée, sur le lit, et puis à côté, et puis c'était tous des jeunes communistes qui étaient avec moi. Alors on était bien, on était tranquille. Et puis un jour, il y a un soldat qui vient et me dit de Brouwer, voilà, je me présente, et il dit Morgen früh, retour maison. Bon, Morgen früh, 5 heures demain matin, retour maison. Bon, et puis il faut partir de la cellule pour me mettre avec 2 autres, je ne sais pas pourquoi. Et j'étais tellement content de penser que j'étais libéré. Au gars, là, je leur avais chanté ma chanson que j'avais composée. Et parce que ça prenait des libérations d'ailleurs. Et je voyais qu'ils me regardaient. Ils n'avaient pas l'air d'être enchantés de ce que je leur disais. Et effectivement, le matin, 5 heures, alors là, ça a été ma deuxième grosse frousse. Ils m'ont embarqué, c'est sorti, ils m'ont rendu mes affaires et tout. Et puis, ceux qui m'accompagnaient me disent, bon, attendez 5 minutes, vous n'avez qu'à rentrer là. Le poste de garde. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Une douzaine de soldats allemands avec le fusil en bandoulière. Ah ben, je dis, ça y est, c'est pour moi encore un coup, ce truc-là. À 5 heures du matin, hein, c'était l'heure. Il faisait une chaleur là-dedans. Ça, je m'en souviens, comme si c'était hier. Et puis, en définitive, bon, la preuve, c'était pas ça encore un coup. Et on est parti avec un soldat et puis un officier. Et arrivé à la porte de sortie, l'officier me dit, fait voir son pistolet à la main, et il me dit, attention à vous, hein, ne bougez pas, vous marchez devant nous, et vous ne faites pas un écart, ça papa. Bon. Alors, comme je ne sais pas où j'allais, personne ne m'avait rien dit. On est parti, et puis on a abouti à une gare. On avait fait un arrêt quelque part, je ne sais pas où. Ils m'avaient descendu dans une cave, puis eux, ils étaient montés au-dessus, sûrement pour le petit déjeuner, je ne sais pas, comme il était de très bonne heure. Et puis on est parti, la gare, et il m'a fait remonter dans des trains de voyage, dans un truc de voyageurs, un wagon de voyageurs. Je me suis retrouvé à Bruxelles. Et puis à Bruxelles, on a pris le tramway. Alors il y avait des gens, parce qu'ils voyaient bien que j'étais... Hein, j'avais le bracelet, là, et puis ils me tenaient. Je voyais qu'ils me regardaient avec... ils disaient, pas vieux, il est pas... Bon. Et on a repris le train, là,
encore un bon wagon pour aller à Huy, en Belgique. Et Huy, c'était une forteresse. Et alors là, forcément, c'était en hauteur, la forteresse, c'est presque toujours sur une hauteur. Il y avait un petit chemin caillouteux qu'il fallait monter à pied, forcément. Et alors là, j'ai rencontré des camarades de Berck, là, justement, qui étaient là comme otages. Il y en avait 2 ou 3 qui ont été libérés peu de temps après que je revienne, d'ailleurs, que j'arrive. Et je suis resté là, à Huy, quelques mois, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je compte, mais ça n'a pas d'importance, je suis resté là. Là, on n'était pas trop mal, on était gardés surtout par des anciens combattants allemands qui avaient été faits prisonniers pour la plupart en France ou en Belgique, et ils nous gardaient, quoi. Mais ils n'étaient pas mauvais du tout, même l'officier, ça c'était pas terrible. Évidemment, la nourriture, c'était juste, mais enfin, bon. Et j'avais été nommé par la suite, parce que au début, c'était un camarade de Berck, justement, qui était chef de chambrée. Et il n'était pas aimé du tout, parce que c'était un... D'ailleurs, j'ai appris après que ce gars-là, qui avait été trésorier de la cellule communiste de Berck, avait donné à la commandature, pendant la guerre, après l'occupation, toute la liste des adhérents du Parti communiste. Et n'importe comment, il était là-bas très mal vu. Il a été libéré. C'est-à-dire, avant d'être libéré, il y a eu une tentative d'évasion dont je faisais partie. Il y avait des camarades, il y avait le docteur, le médecin du camp, de la forteresse. Il y avait un aviateur anglais, Belgique, et on était trois ou quatre. Le soir, on allait dans l'infirmerie et on tressait des bandes, vous savez, pour faire des cordages, pour s'évader. Et l'évasion était prévue, et moi je suis resté. Et alors il y a un camarade responsable qui m'a dit « On ne t'a pas embarqué parce que on a eu peur que ton chef de chambrée là avertisse tout de suite la commandature du camp, quoi, de la forteresse, comme qu'il y avait eu évasion et puis vous auriez été peut-être pris tout de suite. » Alors, c'était loupé, quoi. Bon, enfin, c'est pas... C'était un détail, ça. Et je suis resté à Huy pendant quelques mois aussi. Et alors, un jour, il y a le commandant du lieu qui nous dit demain, vous allez partir de Huy, vous allez dans un camp de concentration. Alors, il nous dit, vous verrez, c'est les SS qui vont vous prendre en main, ce ne sera plus pareil. Bon, on a dit, oui, peut-être, enfin. Mais quand on a vu arriver les SS, avec les chiens qui gueulaient, avec les SS qui hurlaient, on a dit, oui, effectivement, puis, tout de suite, c'était les rangs, et puis c'était des coups de pied, et puis c'était des coups de poing, et puis on est embarqué. Là, j'ai un trou entre la citadelle de Huy et le camp de concentration de Vught en Hollande, où j'ai abouti après. Je ne me souviens pas du transport, si, à l'arrivée. Je me souviens de l'arrivée, mais du transport par lui-même, je ne me rappelle plus. Et alors, à l'arrivée, il y avait un bon bout de chemin à faire à pied. Alors, on avait beaucoup de Belges à la citadelle de Huy, forcément, hein, c'était en Belgique. Et ils recevaient beaucoup de colis de leurs parents et de la Croix-Rouge.
Moi, j'en ai voulu à la Croix-Rouge même après, parce que jamais je n'ai eu un colis de la Croix-Rouge. Étant en camp de concentration, on n'en avait pour ainsi dire jamais, mais étant en prison et à vie, où on pouvait avoir des coups, j'en ai jamais eu. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que mes parents ont reçu une fois, venant de la Croix-Rouge suisse, un message disant que j'étais mort en captivité, quoi. Alors, d'où ça venait, j'en sais rien. Enfin, j'ai su ça après, hein, puisque on n'avait pas de courrier. Ah oui, on avait du courrier, mais pas en camp de concentration, on n'avait pas de courrier. Et alors, ces gens-là, ils avaient des gros paquets, des réserves d'épices, de boîtes de sardines, il y avait un tas de trucs, ils avaient le chocolat, ils avaient tout, des cigarettes. Il y en avait qui avaient des valises énormes. Et il y avait du trajet à faire de la gare au camp. Et ça à pied. Et les CS nous avaient avertis, les traînards, quoi, ceux qui resteraient derrière, qui n'avanceraient pas avec les autres. Et effectivement, on a entendu plusieurs coups de feu qui descendaient les traînards, quoi. Et il y avait on voyait de temps en temps des colis, des cartons qui partaient sur le bord du chemin, dans le fossé, parce qu'ils ne pouvaient plus porter. C'était eux qui n'avançaient plus, ou bien c'était les colis qui... Et alors, il y en a qui ont été sauvés. Alors, on arrive là au camp. On voit le barbelé, tout ça. Et dedans, on voit des gars qui étaient habillés avec des oreillers bleues et blanches. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je me rappelle très bien qu'on s'est posé la question. Et les gars, ils disent, mangez tout ce que vous pouvez. Si vous avez des vivres, mangez-les, parce que vous les récupérerez pas, ça va être perdu. Alors, beaucoup n'ont pas cru, et puis il y en a d'autres qui sont et alors, effectivement, avant de rentrer, ils ont fait rester tous les paquets, toutes les valises, tout dehors, en attendant qu'ils les emportent, ils les ramassent. Alors, on est rentré là, et puis ils ont fait... ils nous ont dit, ici, vous arrivez, ce n'est pas un sanatorium. C'est un camp où vous travaillerez. Vous serez obligé de travailler tous les jours continuellement. Bon... Il y avait des camps où on disait, vous voyez, ici, vous rentrez par la porte, mais vous sortirez par la cheminée du crématoire. Et ça dans des camps, ça c'est beaucoup dit. Et là, c'était pas pareil. On avait un camarade, c'était un Italien, enfin un fils italien, il avait des cheveux blonds, qui descendaient juste frisés, qui descendaient jusqu'aux épaules. Et puis... Et ils nous font asseoir dehors, et puis la tête à zéro. Alors quand on l'a vu, le pauvre gars, on s'est mis, malgré l'état des lieux où on se trouvait, on s'est mis à rire de le voir sans cheveux, ça faisait une gueule. Bon. Et puis ils nous ont fait déshabiller, à douche. Alors la douche, c'est une douche collective. Alors l'eau brûlante. Et puis aussitôt après, froide. Pas de savon, pas de serviette, rien du tout. Et pour sortir, il y avait les pompiers du camp qui étaient là, avec la lance, pour nous faire sortir. Et dehors, alors là, il fallait se sécher comme on pouvait, quoi. Il n'y avait rien. Et ils nous ont distribué, à tout venant comme ça, une chemise rayée, un pantalon, une veste et un calot, le mutz qu'ils appelaient ça. Et on prenait ce qu'ils nous donnaient, sans savoir que c'était notre mesure. Alors après, il y avait qu'à se débrouiller avec les autres, faire des échanges.
Et ils nous ont mis en quarantaine. À la quarantaine, c'était... ça ne durait pas 40 jours. Mais c'était pour nous permettre de s'habituer, d'expliquer ce que c'était que le camp, etc., etc. Et puis ils nous ont distribué notre matricule qu'il fallait qu'on couse là, comme ça, ici et sur la jambe là. Alors moi, il m'avait donné mon matricule 99 656. Et il fallait le coudre. Alors il y avait le Schreiber, ce qu'il s'appelait le Schreiber, le secrétaire, quoi, qui avait les aiguilles, le fil, etc. Alors on passait, et puis alors il fallait faire attention de bien le coudre, parce qu'il y en avait qui ne savaient pas, moi ça me faisait rien de coudre, mais il y en avait qui le cousaient pan. Hein. Alors ils avaient le coude, et ils passaient devant les gars quand on était alignés, et puis alors quand le numéro partait, ils disent tu recommenceras. Et alors ce numéro-là, il fallait le savoir presque instantanément en allemand. Hein, que les appels se faisaient par le numéro et en allemand, parce qu'on n'avait plus de nom à ce moment-là. On était rentré en camp de concentration, le nom il était envolé, c'était fini. On était un numéro. Un numéro, et comme disait, un Stück. Parce que un Stück, c'est un morceau. Hein. Et c'est comme ça qu'ils nous appelaient. Alors je me souviens qu'il y en avait un rassemblement après quelques temps après. Et j'étais à côté d'un camarade, un Belge, un membre du Parti communiste aussi belge. C'était un correspondant de Toile Rouge, je ne sais plus comment s'appelait le journal communiste belge, et qui avait été représentant à Moscou pendant plusieurs années. Alors, il parlait un petit peu, d'ailleurs ça nous a bien servi par la suite, il parlait un peu russe. Ça nous a bien servi à la libération. Et il était à côté de moi, il comprenait l'allemand aussi, étant plutôt flamand que belge, que wallon. Il parlait très bien français, mais enfin. Et ils font l'appel devant le bloc, et ils appellent mon numéro, et moi, c'est toi. Présent. Mais heureusement, parce que sans ça, il fallait le savoir. Si c'était des claques, c'était des coups de poing, c'était n'importe quoi, on ne savait pas si on ne répondait pas tout de suite. Ils n'avaient pas de... Et puis je suis resté là à Vught, mais... Alors au début, on était employé à débarrasser, à déblayer, il y avait des dunes de sable partout, là c'était pas loin de la mer, alors, on était employé à égaliser, déblayer des dunes. Du côté il y avait une caserne de SS là, qui était là, pas loin. Et il fallait dégager tout ça. Mais alors la Hollande, hein, c'est un pays qui est humide. Il y a des fois, pendant 3 jours de suite, on prenait la flotte sur le dos. Quand on rentrait au bloc, le chef de bloc, qui n'était pas une brute, mais enfin, qui aimait bien avoir ses aises et ses tranquillités, il nous interdisait de rentrer dans le bloc, où il y avait un feu quand même, un poêle, parce qu'on mouillait. On mouillait le plancher. Alors, il fallait qu'on attende dehors. Alors, il y avait l'appel. Quand on rentrait, il y avait l'appel qui durait au minimum 1 heure. Hein. Il y en avait qui duraient 1h30, 2 heures, ça dépendait. Hein. Et tout ça par n'importe quel temps. Hein. Et on se couchait mouillé. On se relevait mouillé. On remettait les vêtements mouillés sur le dos. Et on repartait sous la pluie. Alors, pendant 2 ou 3 jours comme ça. Alors c'est un souvenir épouvantable, parce que se rhabiller et tremper comme ça sur le dos, c'était très difficile. Et après, j'ai été désigné j'étais électricien, pour m'occuper, parce qu'il m'avait appelé une fois, avec un camarade du Nord aussi, il m'avait appelé pour dépanner
la caserne des SS. Et après, j'étais désigné, parce que j'étais au commando électricien du camp, j'avais été désigné avec nos camarades là, pour m'occuper exclusivement de parce que c'était une installation qui a été faite sous tube acier. Et quand on y était, tout d'un coup, on entendait un petit et puis une flamme. C'était le tube acier il y avait une court-circuit. Et il fallait couper le tube acier, et puis tirer, et je sais pas pourquoi, ça se répétait souvent. C'est bien qu'on a été désignés tous les deux. Et tous les jours, on allait à la caserne. Tous les jours. Et là, c'était deux jeunes SS hollandais qui nous accompagnaient. Et ces SS hollandais, ils étaient assez braves. On sentait qu'ils n'étaient pas vraiment SS. D'ailleurs, moi je baragouinais un petit peu d'allemand, et puis j'avais parlé avec eux, et un jour je lui ai dit, parce qu'au début on faisait attention, mais pour travailler, on était dans les combles. Alors il fallait passer par un petit châssis dans le plafond. Alors au début, on passait les premiers, puis un après l'autre, pour qu'il y ait toujours un qui nous surveille. Mais après, on passait les premiers, et puis ils nous passaient les fusils pour pouvoir monter eux-mêmes. Alors je leur dis une fois, je dis en allemand, je dis, on ne foutrait pas le camp ensemble, un de ces jours. Alors ils ont réfléchi. Ils n'étaient pas contre, mais ils ont dit, on ne peut pas parce que la Gestapo est tellement forte, en Hollande, on serait repris tout de suite. Et puis, on est resté en Hollande 8 mois. Oui, 8 mois. Et puis, alors, ça, c'est en 43. Et 44, oui, au début de 44. Et devant l'avance des Alliés, puisque le débarquement avait eu lieu en juin 44, le débarquement avait eu lieu, oui, c'était en 44. Et on a été évacué sur Oranienburg-Sachsenhausen, pas loin de Berlin, quoi. Et là, vous vous souvenez excusez-moi de vous interrompre, du moment où vous êtes arrivé en Hollande, dans ce camp, de la date? C'était en 43, ou octobre 43. Octobre 43, oui. Et oui, je suis resté environ 1 an. Parce qu'on est parti en Sachsenhausen en octobre 44. Oui, 44. C'est-à-dire que je ne suis pas resté longtemps à Sachsenhausen parce que n'importe comment on est parti là. On est parti un soir. On n'avait rien, évidemment, puisque, comme d'habitude, on n'avait même pas un casse-croûte. Et on a été embarqué, on a été mis à 110 dans un wagon. Là, je crois que c'était le maximum, parce qu'habituellement, c'était 80, 90. Et là, et on a quitté le camp. On a essayé de se rendre compte par... d'après la direction des étoiles, de la Lune, tout ça, c'est qu'on allait dans le nord, dans le sud, mais vous ne voyez rien. Et tout d'un coup, le train s'arrête, et on était revenus au même camp, à la même gare. Alors il y avait des mauvais trafics sur les voies, parce qu'il y avait des bombardements, il devait y avoir quelque chose. On est reparti et on a voyagé un jour et 2 nuits, je crois. Un jour et 2 nuits pour arriver à Sachsenhausen. Et puis... C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales.
La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.